La saison hiver 2018 étant déjà bien avancée, il est temps pour moi de parler des nouvelles sorties. Et ok, on va faire un tri. Donc toi, Trop Rose, toi aussi. Connais pas. Vas-y, balance. Oh mon dieu, ta gueule! Oh, toi, j'aurais tellement aimé. Non. Quoi, même pas un petit mot? Désolé frère, mais moi je fais des vidéos dans ma chambre, je suis pas exorciste. Toi, t'auras peut-être une vidéo dédiée, toi c'est sûr. Alors toi par contre crève, toi aussi. Oh, brûlez ça putain. Ok, bah toi t'es vraiment bon, mais j'ai finalement pas grand chose d'intéressant à dire sur toi. Toi dégage. Attends. Madhouse? Ok, dis-moi en plus. Alors, c'est réalisé par une certaine Ishizuka Atsuko. Ok, balance. Allez, il m'en faut un deuxième. Ben, j'ai ça parle de robots, d'intelligence artificielle et d'autres trucs de SF très cool. 10 ans pas plus, j'achète aussi. Ok, alors bienvenue à tous aujourd'hui dans les divagations de Z, Uchuyori Moto Ibasho et Beatless. Générique. Ok, Sorayori Moto Ibasho, ou en français Un endroit perdu dans l'univers, est un animé de 12 épisodes produit par le studio Madhouse et réalisé par Ishizuka Atsuko. Et on va parler très rapidement d'elle avant de commencer. Atsuko a un parcours assez particulier, vu que plus jeune, elle n'était pas vraiment intéressée par l'animation, mais plutôt par la musique et les arts graphiques, qu'elle étudiera d'ailleurs pendant ses années à l'université des arts de la préfecture d'Aichi, jusqu'au jour où elle devra faire un projet artistique pour cette même école. Ne sachant pas vraiment quoi faire, elle décidera de réaliser une petite vidéo d'animation car cela lui permettait de combiner ses deux passions. Et à partir de ce projet, Atsuko commença à aimer l'animation, alors même jusqu'à faire des petits courts-métrages pendant son temps libre. Parmi eux, Gravitation, une œuvre vachement sympa, en tout cas visuellement, attira vite l'attention de la NHK et du studio Madhouse qui l'engagera dès la fin de ses études. Studio où elle se fera ses armes en travaillant sur diverses séries sans pour autant vouloir se faire une place parmi les grands noms du média. Elle veut juste se faire plaisir en faisant ce qu'elle aime. Mais un jour, elle sera en charge des épisodes 11 et 12 de Aoi no Bukaku Series où elle adaptera le fil de l'araignée et Figure infernale, qui sont au passage des excellents épisodes et où l'on pourra commencer à discerner son style. Après ça, elle grimpera les échelons jusqu'à réaliser son premier grand succès, No Game No Life, qui tranche énormément avec ses anciennes réalisations. Parce que ouais, entre une réflexion sur l'importance de l'art dans la société, le tout avec une réalisation qui tape pile où il faut, en faisant des changements de ton très bien gérés, notamment avec l'utilisation des couleurs, chose dans laquelle Atsuko avait déjà fait ses preuves dès le début de sa carrière, et un animé complètement débile et jusqu'au boutiste dans sa démarche qui ferait passer toute tentative de critique comme ridicule, où Atsuko montre une réalisation beaucoup plus spectaculaire, mais qui tombe toujours juste, ce qui tranche complètement avec l'absurdité des scènes qui nous sont montrées. Bref, aujourd'hui Atsuko est considérée comme l'une des meilleures réalisatrices du studio Madhouse, et personnellement, même si je suis pas un très grand fan de son style, aucune de ses productions ne me laisse indifférent, que ce soit en bien ou en mal. Et pour en revenir à l'animé d'aujourd'hui, qui est scénarisé par Yuki Hanada, qui avait déjà travaillé avec elle lors de No Game No Life, c'est le cas aussi. Mais parle de l'animé, putain! Ok, donc l'histoire se passe au Japon, où Mari Tamaki, une étudiante de première, se rend compte qu'elle n'a encore rien fait de ses années lycée, alors qu'elle s'était promis de vivre quelque chose de nouveau. Et alors qu'elle cherche ce qu'elle va faire, elle rencontre Shirase Kobuchizawa, la fille d'une exploratrice qui est portée disparue depuis qu'elle est partie au pôle sud. Shirase, voulant retrouver sa mère, fait tout pour rejoindre une expédition. Ainsi Mari, pensant que c'est l'occasion parfaite pour vivre un truc nouveau, décide de la rejoindre dans son aventure vers le pôle sud. Alors déjà, il faut savoir que j'aime pas trop ce genre d'animé. Les trucs du style ami pour la vie, tout mignon et très naïf, c'est pas ce qui m'intéresse. Et sans le nom de Ishizuka Atsuko, j'aurais sûrement jamais regardé. Et pourtant... bah j'ai aimé, je sais pas vraiment pourquoi, donc passons vite fait sur la technique. La réal claque vraiment avec une mise en scène pas particulièrement innovante mais très maîtrisée. Rajoutez à ça une animation très propre, des couleurs superbes et des plans qui ont franchement de la gueule. C'est précis, ça tape juste, ça sait rester sobre quand il le faut. Bref, Atsuko montre encore une fois qu'elle sait y faire pour retranscrire l'humain dans ses réalisations et ce peu importe le registre dans lequel elle travaille. Ici elle a clairement voulu retranscrire ce qu'il y a de plus beau dans l'adolescence et pour moi c'est une réussite. Sinon à part le fait qu'elle se fait des autoréférences, j'ai pas vraiment de choses à dire de plus sur la réal, donc passons au scénario. Et bah là encore c'est étonnamment bon, malgré le fait que c'est pas particulièrement original, l'ambiance arrive à rester joyeuse sans pour autant tomber dans la niaiserie. C'est drôle, c'est touchant, c'est entraînant et je me suis même étonné à m'attacher à ces gamines et à leur rêve d'aller au pôle sud, notamment grâce au fait que l'animé arrive particulièrement bien à retransmettre les émotions, ce qui fait qu'à chaque fin d'épisode, je me retrouvais avec un sourire niais et l'envie de continuer la série. J'apprécie aussi le fait que l'animé arrive à bien développer ses personnages en gardant une intrigue très simple, centrée sur l'aventure, et qui paradoxalement renforce encore plus l'impact de celle-ci, car le fait de nous montrer ces personnages au quotidien et de leur faire subir des péripéties très simples permet de montrer à quel point ces personnes sont banales, alors les voir laisser tomber
leurs études, leur famille, leurs amis pour partir vers un lieu complètement inconnu et dangereux n'en est que d'autant plus impressionnant. De plus, le fait de suivre ces personnages au quotidien permet de facilement comprendre leurs sentiments car on les connaît. On sait à quel point l'expédition est importante pour Shirase, donc on comprend que le simple fait qu'une personne soit prête à la suivre dans son aventure est importante pour elle. Ce qui fait que même des péripéties très simples voire ridicules peuvent devenir très importantes aussi bien pour les personnages que pour les spectateurs. Surtout que visiblement l'anime essaye d'être entre guillemets réaliste en se renseignant beaucoup sur son sujet. Atsuko a même été jusqu'à interviewer une équipe d'observation qui a vécu au pôle sud pour connaître tous les petits détails de la vie sur place. Du coup en cherchant bien on peut trouver plein de petits trucs sympas. Par exemple le nom de Shirase est une référence au brise-glace, le Shirase qui existe vraiment et c'est d'ailleurs lui qui est présent dans l'anime. Et d'ailleurs beaucoup de lieux de cet anime existent vraiment, voici quelques exemples. Du coup grâce à cette dimension réaliste solide, le voyage au pôle sud en est que d'autant plus efficace. C'est une notion simple mais pourtant que beaucoup oublient qui consiste à créer un ordinaire solide pour que l'extraordinaire fonctionne. Et je trouve ça pas mal qu'au milieu de toutes les aventures épiques et dantesques qui sont clairement majoritaires dans le paysage de l'animation actuelle, on arrive encore à avoir des récits plus simples et tout aussi bons. Et pour finir, les personnages secondaires sont eux aussi pas mal. Ils arrivent à être touchants avec seulement quelques scènes qui nous permettent de comprendre leur caractère, leurs objectifs, leurs motivations et leurs relations, ce qui fait que même s'ils n'occupent pas une place importante dans le récit, on arrive à s'attacher à eux. Rajoutez à ça le fait qu'il n'y ait pas de fanservice ou de romance débile et l'anime est bien parti pour me garder dans ses rangs jusqu'au bout. Bref, à l'heure où j'écris cette vidéo, je suis à l'épisode 8 et même s'ils n'ont pas encore mis un seul pied sur le pôle sud, je suis à fond dedans. Donc si vous cherchez à vivre une bonne petite aventure avec une bande de potes tous attachants, de l'humour et une putain de bonne ambiance, sans, pour l'instant en tout cas, tomber dans le mélodrame facile, je ne saurais que vous conseiller Sorayori Motoi Basho. オリジナルテレビアニメーション空よりも遠い場所 Ok, maintenant passons au deuxième, Beatless. Beatless à l'origine un light novel de Satoshi Hase qui a commencé en 2011 et qui est adapté en animé par le studio Diomedea. Un studio connu pour... un studio pas connu et qui est réalisé par Mizushima Seiji. Mais là on va passer vite à l'animé. Donc l'histoire se déroule au Japon en 2105 où les humains vivent aux côtés des Hiei, des androïdes intelligents mais qui sont toutefois considérés comme des objets car ils ne possèdent pas de conscience propre. Et dans cette ambiance de SF ma foi fort attrayante, nous allons suivre Arato Kendo, un étudiant de 17 ans qui va un jour après une pluie de pétales assez chelou se faire attaquer par une voiture. Mais il se fera sauver par... 私はレイシアです Ok, je vais t'appeler Rei Ayanami, ce sera plus simple pour tout le monde. Donc ensuite Rei va faire un pacte avec Kendo pour devenir le servant Saber, ce qui l'aidera à intégrer la section 9 qui combattent les Diclonus et qui essaie de détruire le système CB et aider son pote qui combat la Posem. Guilty Crown. Ok, plus sérieusement, Lashia va rejoindre la famille de Kendo et devenir son Hiei personnel. Cependant, Kendo va au fur et à mesure se rendre compte que derrière Lashia se cache une affaire qui le dépasse complètement, impliquant 3 autres Hiei échappés d'un centre de recherche top secret. Alors encore une fois, il faut que je vous prévienne, mais j'adore la science-fiction. Voilà, c'est dit, c'est un genre qui me fascine et avec lequel je perds facilement tous mes moyens. Et pourtant, j'ai trouvé cet animé presque totalement à chier. C'est dire. Déjà, je vais commencer par parler du scénario. C'est classique à en crever, y a rien d'original. Si vous avez regardé un peu d'autres animés du genre, vous avez tout vu. À aucun moment l'histoire surprend et n'importe qui peut deviner ce qui va se passer dans chaque épisode. Les dialogues sont faussement complexes et à part un qui était légèrement intéressant, je les ai presque tous trouvés complètement stupides. Les personnages c'est pareil, ils sont insipides au possible, aucun ne sort du lot. Et outre le fait que chaque épisode me donne envie de casser les dents à cette gamine, le manque d'originalité des créateurs implique que presque tous les autres personnages sont des gros clichés sur pattes. Notamment le personnage principal qui pour l'instant est atteint du syndrome Emi Yashiro du premier Fate. Mais l'un des deux plus gros problèmes de cet animé, c'est le fond. Je sais absolument pas où l'animé veut en venir. Ça parle d'intelligence artificielle et donc ça soulève des questions inhérentes aux propos telles que la place des intelligences artificielles dans la société. Où est la frontière entre homme et machine? Peut-on aimer une intelligence artificielle? Ça parle aussi de politique en évoquant les problèmes d'une possible technocratie. Ça parle aussi du rapport obsessionnel que certains peuvent avoir envers les idoles ainsi que les risques liés et encore plein d'autres trucs. Et là, j'ai vu que 6 épisodes. Alors, outre le fait que ça fait beaucoup pour un animé de 24 épisodes, il faut savoir que j'y crois absolument que dalle. Ça soulève ces thèmes, oui, mais sans s'y intéresser vraiment. Soit ça les expédie très rapidement sans y apporter de réelles réponses, soit ça ne les traite même pas du tout. En fait, on peut rapprocher l'anime avec un autre du même style, Ghost in the Shell Standalone Complex, qui lui aussi traitait énormément de thèmes propres à ce genre d'univers. Sauf que dans Ghost in the Shell, pour traiter convenablement et rendre intéressantes autant de problématiques, tu te retrouvais avec des dialogues du style sous la conscience individuelle ou au niveau macroscopique en surpassant toute notion de groupe. C'est bien compliqué tout ça. Mais non, c'est très simple. C'est que le net dans sa forme actuelle, créé par les humains, forme à présent de manière encore lâche comme un inconscient qui s'est détaché de son esprit initial. À l'origine, il était basé sur 2 réseaux. Le net informatique qui parcourt le globe et le système nerveux des humains. Cet inconscient forme un consensus général du système. Compris ? Bon, je dis pas que l'anime doit arriver à ce niveau de complexité et je me doute que c'est pas vraiment dans les attentions de la série. Mais merde quoi, un minimum de développement, c'est trop demandé. Du coup, j'ai des réels doutes quant au futur de la série. Et la deuxième grosse raison pour laquelle l'anime se plante, c'est pour moi la forme. Bon, visuellement, on sent bien la patte de Ray Juice qui s'est occupé des chara design. Du coup, mon petit pic de tout à l'heure tombe un peu à l'eau vu que c'est normal que ça ressemble à Guilty Crown. Et il faut avouer que de ce côté, c'est plutôt stylé, sauf que ça implique un peu de fanservice. Mais bon, c'est léger donc ça va. Mais en termes de réalisation, c'est vraiment mauvais. Déjà la musique. Il y a 2-3 thèmes sympas, notamment le thème de Coca. Mais le reste est vraiment moyen. Genre ça, c'est un thème de combat.
僕と一緒に戦え。デバイスロックを解除します。これよりオーナーの命令と行動は Épique. Mais bon, si c'était le seul problème, on pourrait pardonner. Mais l'anime essaye aussi de proposer des scènes d'action, et je dis bien essaye, parce que ces scènes sont complètement anecdotiques. Et c'est quand même incroyable quand on sait que Mizushima Seiji a avant ça été animateur sur Evangelion, et surtout était le réalisateur de la première série FMA et de Shaman Putain King. Comment un gars comme ça peut nous proposer des scènes aussi fades? Donc ouais, niveau réel, c'est pas top non plus. Et pour finir, j'aimerais savoir pourquoi il y a un épisode de 20 minutes qui résume les 5 premiers épisodes. Genre quoi, le scénario était tellement dingue que vous ayez peur qu'on ait du mal à suivre? Bon, ok, je chipote, mais j'ai jamais compris cette manie de mettre des épisodes résumés alors qu'on est encore au début de la série. Mais bon, pour conclure avec Beatless, il faut que je précise que pour l'instant je suis à l'épisode 6. Et donc même s'ils ne m'ont clairement pas convaincu, c'est bien trop peu pour donner un avis définitif sur cette série qui est censée en avoir 24. Donc bon, même si je vous conseille pas cet animé, mon avis risque peut-être de changer, il est donc à prendre avec des pincettes. ビートレス。 Voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo et mine de rien, il y a des trucs pas trop mal cet hiver. Bien sûr, Violet Evergarden et Nanatsu no Taizai sont pour l'instant des valeurs sûres. À part ça, Darling in the Franxx, c'est pas vraiment à la hauteur des attentes et commence à me faire penser que si c'est pas Imaishi aux commandes, les animés Trigger sont finalement pas si top. Et sinon, en ce moment, je suis en train de kiffer sur Cardcaptor Sakura, là je devrais peut-être pas dire ça en public. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Normalement, on parlera de Be the Beginning. Ciao! Et tu te battras jusqu'en enfer, par le feu et par le fer, pour être chaman.